Très bien, bienvenue à tous dans le troisième épisode du Global Performance Talk Show. Aujourd'hui, on est avec Maxime Aïssa Serra, préparateur physique dans les sports de combat, principalement la lutte et le MMA, c'est ça? Je ne sais pas si tu as d'autres sports de combat, on en parlera durant le Ouais. podcast. Du coup, durant cet épisode, on va parler un petit peu de son parcours en tant que préparateur physique. On va aussi un tout petit peu parler de son expérience avec l'équipe nationale de Chine en lutte. Et ensuite, on parlera aussi un peu de son activité dans les sports de combat en tant qu'entrepreneur. Et puis, on terminera un peu avec ses objectifs avec son entreprise et peut-être ses objectifs aussi sportifs. Je ne sais pas si tu en as, on verra. Voilà, donc je te laisse un petit peu te présenter à nos auditeurs. Écoute, Hugo, merci de l'invitation déjà. Merci de partager le podcast avec moi et de pouvoir échanger. Je suis un adepte des podcasts et j'en écoute beaucoup, donc c'est toujours agréable de pouvoir aussi être acteur des podcasts. Moi, c'est Maxime Aïssa Serra, comme tu l'as dit, préparateur physique. J'ai 30 ans là, tout pile dans 7 jours. Ah, je penserai à te le souhaiter du coup. Et préparateur physique depuis 7-8 ans maintenant, depuis la fin du master que j'ai fait à Toulouse. Et différentes expériences dans différents sports, euh, même dans plein de sports, et j'en ai fait énormément. Aujourd'hui, spécialiste des sports de combat, euh, pas combattant à la base, on en discutera tout à l'heure. Bien sûr, Euh, ouais. Combattant novice désormais, mais pas combattant du tout à la base. Après une expérience d'un an avec l'équipe olympique de Chine en lutte, et puis une décision de m'orienter vers les sports de combat, personnels et professionnels aussi, faut pas se cacher, et voilà. Ok. Qu'est-ce que tu as fait un petit peu comme sport durant ton enfance pour comprendre un petit peu là où tu en es aujourd'hui? Je sais Ouais, que tu as fait du bien foot. sûr. Voilà, exactement. Foot, j'ai fait 15 ans de foot. J'ai joué à un niveau jeune, au meilleur niveau régional et niveau national, on va dire, entre guillemets. Sport-études, donc entraînement tous les jours depuis mes 13 ans jusqu'à mon bac. J'ai joué voilà, à un niveau correct avec des aspirations à devenir professionnel. J'avais, je pense, le talent, j'avais un bon jeu. Mais par contre, j'avais peut-être pas assez le mental et je résistais pas à la pression, on va dire. Et du coup, dès que c'était des matchs à enjeu, c'était compliqué pour moi de performer. Et puis voilà, après j'ai joué jusqu'à mes 20 ans et j'ai pris la décision en fait de partir à l'étranger pour mes études. Ça a mis un frein du coup à ma pratique. Et j'ai pris la décision aussi d'être sur le bord du terrain et de plus être le joueur, tu vois, mais de devenir le préparateur physique ou l'entraîneur. Et voilà la transition comme elle s'est faite. Et puis ensuite, j'ai pratiqué le CrossFit. Pourquoi? Déjà, d'une, pour m'entretenir, parce qu'un coach qui s'entretient pas, c'est compliqué quand même. Et aussi parce que c'était une discipline qui me permettait de toucher à tout. Pour le préparateur physique, j'avais pas assez d'expérience de pratique de par du master, tu vois, Ouais. en haltérophilie, en musculation, même si je pratiquais beaucoup sur des machines, etc. Toucher au kettlebell, toucher à des conditionnements différents que faire du 15-15 à travers un terrain, tu vois. Voilà, tout ce qui compose le CrossFit, et je pense que c'est l'une des meilleures écoles pour les préparateurs physiques aujourd'hui. Et même pour l'être humain, je pense que c'est quelque chose qui est énormément complet. Puis ensuite, voilà, me voilà désormais en train de faire de la préparation physique pour moi-même et de pratiquer le grappling en tant que novice désormais depuis 6 mois. Ok, très bien. Ok. Ouais, t'as touché un petit peu à tout. C'est vrai que le CrossFit, c'est une activité intéressante. Ouais, c'est vrai pour les coachs parce que ça permet d'acquérir un grand bagage technique au niveau de l'haltérophilie, de la gym, etc. Ce qui permet après de s'en sortir un petit peu dans la préparation physique. C'est généralisé. Après, la préparation spécifique se fait en fonction de l'activité, bien sûr. C'est Olivier Bollier, je crois, qui disait ça beaucoup, qui défend ça. Oui, bien Que sûr. ouais, donc ça, j'avais déjà entendu. Qu'est-ce qui t'a gêné un petit peu dans le foot? Est-ce qu'il y a un aspect qui t'a gêné pour que tu le quittes comme ça à partir de 20 ans ou c'est juste un concours de circonstances avec les sports de combat? Non, non, je pense que c'est une volonté.
Ça s'est fait parce que en fait, à chaque fois que j'ai eu la meilleure opportunité, entre guillemets, de ma petite carrière, au final, bah, c'était toujours fait via des choix perso d'arrêter ou des concours de circonstances. J'arrive au plus haut niveau enfin, depuis que je travaille dans le foot, donc en National 2, donc niveau semi-professionnel. Et là, Covid, et donc la saison qui s'arrête. Et au final, bah, pas de nouvelles du club, pas de nouvelles de l'entraîneur. Et bah, ça s'est arrêté. Moi, j'étais à mon compte, donc j'ai dit, bon, bah, c'est l'occasion de se focus complètement sur mon activité. Et ben, c'est juste, et ça résume très bien en fait le monde du football, quoi. C'est un monde d'hypocrisie, c'est un monde de faux, et du coup, en fait, c'est que du réseau, et ce n'est pas forcément les meilleurs profils qui sont au-dessus. Alors, est-ce que j'ai les meilleurs profils? Je ne sais pas, je suis pas là pour en juger, ce sont les gens avec qui j'ai travaillé qui sont capables d'en juger. Mais aujourd'hui, je pense que il y a les profils qui sont au meilleur niveau ne sont pas les meilleurs préparateurs physiques qu'il y ait. Et je ne pense pas que la préparation physique aujourd'hui dans le foot, même si elle tend à se modifier et à être influencée par ce qu'on fait dans d'autres sports et par les anglo-saxons, les anglais, les australiens, etc., à se modifier, je pense que quand on regarde un physique de footballeur, je suis désolé, ce ne sont pas les meilleurs athlètes de la planète, loin de là. Et je pense que le foot a encore un cap à passer là-dessus. Évidemment, c'est une discipline qui est énormément euh, cardio, entre guillemets, pour résumer vulgairement, tu vois, avec un volume important. Mais aujourd'hui, des actions décisives, elles se font à haute intensité. Et quand on me dit qu'on ne peut pas mettre un joueur sous une barre de squat qui coûte 150 millions d'euros, ben c'est malheureux parce que c'est ce qui va causer le fait qu'il va pas, qu'il va se blesser, alors que c'est l'inverse. Mais bon, c'est du business. Et du coup, c'est ça qui m'a embêté. Et du jour au lendemain, on me jette comme une vieille chaussette. C'est le sport de haut niveau, d'accord, mais dans le foot, c'est quand même assez récurrent. Et finalement, en fait, je me suis retrouvé à ne plus me déplacer tous les week-ends, à pouvoir profiter de ma vie au week-end, de me reposer, d'être avec les miens, avec ma compagne, et de te dire, ben, au final, ouais, tu es quasiment plus heureux que quand tu travaillais dans le foot, quand tu faisais 5 heures de route le samedi soir, que tu rentres à 3 heures du matin, enfin voilà. C'est une vie qu'il faut vouloir choisir. Et moi, j'étais plus capable de choisir. Et aujourd'hui, je ne suis pas du tout capable de me dire, je vais partir, je sais pas, 40 week-ends par an avec l'équipe, me déplacer. Et même si c'est pour jouer des Coupes d'Europe, des Coupes du Monde, etc., je ne pense pas en être capable, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est un investissement hein, personnel et qui peut impacter aussi ta vie de famille, etc. Ça, c'est sûr, il faut être sûr de ce qu'on veut. Après, tu l'as remarqué ça assez tôt Ouais, non. par l'expérience, donc ouais, c'est intéressant. Et aujourd'hui, dans les sports de combat, est-ce que tu t'y retrouves un tout petit peu plus au niveau de la mentalité, etc. Tu ressens quelque chose d'un peu plus honnête, peut-être, je sais pas. Ouais, exactement. Par Ouais. rapport. Je pense qu'au final, de l'extérieur, c'est un monde peut-être qui impressionne. Et au Mm. final, bah, moi, après, peut-être que je suis tombé dans la bonne salle, avec les bonnes Ouais. personnes, etc. Mais partout où je vais, même quand tu côtoies des gens de très haut niveau et qui sont les leaders de ce monde-là, c'est toujours plein d'humilité, plein de bienveillance, d'accord? Que tu sois ceinture blanche, tu tournes avec une ceinture noire ou en grappling par exemple, ou des combattants MMA professionnels qui tournent avec des combattants amateurs, c'est toujours de l'échange, de la bienveillance, de l'aide, de l'entraide, tu vois. Et c'est ce qui manque, je pense, dans d'autres sports et que j'ai croisés. Euh, alors peut-être parce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore dans le modèle économique Oui. du foot ou du rugby ou d'autres choses, tu vois, ou d'autres sports, tu vois. Peut-être ça viendra après, mais c'est pas le cas, tu vois, et c'est ça que j'aime, tu vois. Ok, ouais. Euh, Ça peut montrer aussi l'ouverture d'esprit peut-être qu'il y a dans les sports de combat parce que toi, n'étant pas issu des sports de combat, tu as réussi à te faire une place en tant que préparateur physique. Je sais pas si au niveau du foot, moi étant pas du tout footeux, je pourrais aller dans une équipe semi-pro professionnelle faire de la préparation physique à haut niveau. À mon avis, faudrait quand même que j'ai un bagage footballistique quoi, pour y arriver. Alors que toi, on a réussi peut-être à te faire confiance assez tôt parce que t'as atteint quand même les hautes sphères quoi, avec ton expérience en Chine.
Alors, les hautes sphères, je sais pas, tu Bah, vois. ouais, c'est Est-ce niveau que je olympique quand fait même. ma place? Les gens me font confiance actuellement, oui. Après, aujourd'hui, même si on prend dans le foot, des mecs comme Mourinho, Klopp, etc., ils n'ont jamais eu un parcours de footballeur exceptionnel. Par contre, ce sont des tacticiens, ce sont des gens qui réfléchissent sur leur sport, comprennent le sport, qui comprennent les hommes. Et est-ce que c'est pas la qualité numéro un quand tu es quand tu au plus haut niveau? Aujourd'hui, je suis désolé, plus tu vas monter au haut niveau, plus tu dois avoir des compétences de leader. Et en tant que préparateur physique aussi, tu dois inspirer les gens avec qui tu travailles, tu dois adapter ta communication à chaque profil, tu vois. Et, et c'est ça, en fait. Est-ce qu'il faut être spécialiste du sport pour le comprendre? Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut le pratiquer? Je pense. Oui, ça c'est sûr. Il faut comprendre ce qui se passe. Il faut souffrir comme le font tes athlètes. Et ce, même à ton niveau à toi, tu vois. Comprendre quelles vont être un peu les douleurs que tu vas ressentir après un entraînement, comment tu peux te faire mal, quels efforts tu vas ressentir. Et bon, malgré que je sois pas un sportif de haut niveau, j'estime, tu vois, avec mes performances quand même, j'ai un bagage quand même dans la préparation physique en tant que pratiquant qui me permet de pouvoir analyser et savoir ce qui se passe réellement pendant la pratique, tu vois. Et après, bah, j'espère pouvoir continuer encore quelques années. Ça me plaît énormément et de pouvoir encore comprendre beaucoup plus de choses. Et après, en fait, je pense qu'il faut pas avoir peur de dire je sais pas, tu vois. Euh, T'es pas spécialiste. Et des fois, il y a des gens qui te posent des questions. Ça sert à rien de se poser en expert quand tu ne connais pas la réponse. D'accord? Plutôt, vaut mieux dire, écoute, moi, je sais pas. Par contre, ce que j'ai vu, peut-être que ça peut s'adapter à ça. Et après, il faut pas avoir peur aussi d'aller voir les meilleurs de ton sport. J'ai la chance d'être entouré, par exemple, d'Anthony De Oliveira à la Street Fight, qui est la référence en France du grappling et du JJB, capitaine de l'équipe de France de grappling. Et quand je sais pas, j'ai pas peur d'aller le voir et de lui demander, tu vois, de lui dire, écoute, comment ça marche, etc. Et s'il y a d'autres combattants, c'est la même chose, tu vois, j'ai pas peur et tout. Et ils feront la même chose avec moi en concernant la préparation physique, tu vois. Et, euh, et ça serait dommage des athlètes, de la part des athlètes, de se dire, et ça arrive souvent, tu vois, et il y a certains sports où ça arrive, de se dire, non, lui, il n'est pas de mon sport, j'ai rien à apprendre de lui. Non, mais si, en fait, tu as des choses à me demander, et moi, je peux te conseiller, et on peut échanger, tu vois. Et bien sûr que je ne vais pas révolutionner le monde des sports de combat, de la lutte, du JJB, etc. Par contre, je peux apporter ma philosophie et m'adapter à ce que vous savez faire aussi, tu vois, et prendre des choses des deux côtés et faire un bon mix, tu vois. Et évidemment que si tu fais des choses déjà qui fonctionnent, je vois pas pourquoi je bousculerais ce que tu fais, tu vois. D'accord? Par contre, là où ça marche pas, peut-être qu'il y a moyen de faire d'autres choses, tu vois. Et ça devrait être comme ça à chaque fois dans chaque sport. Donc, comme tu le dis, bah, ça s'est vu qu'il y a des préparateurs physiques dans le foot qui sont pas footeux. Ça a très bien fonctionné. Et aujourd'hui, dans d'autres sports aussi, tu vois, je pense au rugby, je pense que les mecs sont devenus forts parce qu'ils ont su s'entourer de mecs qui étaient de d'autres disciplines, tu vois, des mecs de la force, de l'athlé, de partout, tu vois. L'équipe A7 aujourd'hui, elle travaille avec Guillaume Tanon, qui est le plus grand entraîneur d'athlétisme de l'histoire de Mm. l'athlétisme français, qui a eu les meilleurs sprinters, tu vois. Et aujourd'hui, bah, ça fonctionne, ils viennent de gagner, tu vois. Ah bon, il y a Antoine Dupont qui est intégré, mais tu vois, c'est. Et en fait, faut toujours savoir se remettre en question, tu vois. Et évidemment, ouais, de ne pas être spécialiste, bah, ça freine certaines personnes. Dommage pour eux, mais bon, il y a d'autres personnes qui veulent travailler avec des gens qui viennent d'ailleurs, tu vois. Ouais, c'est vrai que des fois, quand on est spécialiste de la discipline, on est quelque part un peu biaisé aussi par la discipline. On n'arrive plus forcément à s'ouvrir, alors que quand on amène un peu du sang frais, des gens qui viennent de l'extérieur, ils nous ouvrent un peu les yeux sur certains points qu'on n'avait même pas vus ou qu'on n'a pas voulu voir non plus parce qu'on on ferme un peu les yeux sur certaines choses qu'on ne maîtrise pas et on se dit bon, je vais mettre ça un peu de côté. Alors que c'est vrai que les personnes qui intègrent apportent leur vision, ce qui fait une richesse aussi hein, dans la préparation physique. Mais ça, après, je pense que c'est transférable à différents milieux, en fait. Et après, je vais faire la parallèle avec moi, mon expérience, tu vois. Le CrossFit, par exemple, tu vois, tous les préparateurs physiques et tous les mecs qui ont fait. En fait, c'est beau dans un bouquin. C'est marqué temps de répétition, temps de repos, faut pas travailler la force avec le conditionnement. Puis tu as le CrossFit, il est arrivé, il a tout balayé. Ouais. Mais tout. D'accord? Et les mecs, ils se sont dit, même les haltéros, ils se sont dit, mais qui est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est pas beau, etc. Ouais, mais malheureusement, c'est qu'ils ont prouvé que bah, certaines choses, bon, on met le dopage de côté, tu vois, mais
Mais ils ont prouvé que c'était possible de développer certaines qualités physiques en parallèle, en même temps, de pouvoir utiliser certaines formes de travail différemment. Et tu vois, en fait, c'est jamais fixe. Et en fait, je pense que les gens qui sont réfractaires et dire non, non, mais ça peut pas fonctionner comme ça. Non. Mais en fait, non, c'est juste que toi, tu le vois pas comme ça, mais il y a d'autres méthodes qui fonctionnent. Et il faut l'accepter qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour atteindre le même objectif. Moi, il y a des mecs que je vois sur les réseaux ou des collègues avec qui j'ai travaillé et avec qui je parle. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. C'est pas ma philosophie. Mais je dois admettre que ce qu'ils font, ça marche aussi, tu vois. Et ça serait, et je vais pas dire, ah non, mais ce qu'il fait, c'est nul. Non, non, ça marche pas comme ça, tu vois. Et du coup, il faut accepter de pouvoir élargir un peu, tu vois, sa vision. Et comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit, de venir d'ailleurs, ça peut apporter quelque chose de différent, tu vois. Et ça peut être quelque chose qui marche. Et souvent, c'est la vérité. Comme tu as dit, Mm. plus tu pratiques ton sport, plus tu t'enfermes dans ce que tu fais tout le temps, bah, moins tu as l'esprit ouvert et moins tu vois les choses qui peuvent fonctionner des fois. Bien sûr, ouais. C'est le CrossFit l'a fait un peu avec je dis le fitness en général. Je pense que le jour où le CrossFit a apparu un petit peu en France, qu'on a vu que ça a commencé à se démocratiser, les haltérophiles et les gymnastes ont vu ça un peu d'un mauvais œil, je pense. Alors que je pense qu'il faut voir ça de manière positive parce que ça remplit des salles d'haltérophilie qui étaient un peu délaissées hein, avec le temps, vu que c'est un sport qui est vieux, qui est pas forcément attirant. Hein. Là, ça paraît un peu plus attirant grâce au CrossFit. On voit des belles vidéos sur Instagram avec des grosses performances, ça donne envie. Et en même temps aussi la gym, je pense que ça leur a rapporté pas mal d'adhérents aussi, hein, parce que c'est un sport, les deux sports, hein, c'est des sports hyper techniques. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer pour maîtriser un tout petit peu. Et on sait que c'est des sports qu'il faut commencer assez jeune. J'ai souvent entendu ouais, les crossfitters, nanani, nanana, en parler un peu de manière négative, alors qu'ils apportent beaucoup, je pense, à ces disciplines. Hein. Et on peut en faire un parallèle aussi un peu avec le MMA qui émerge en France, qui a émergé il y a longtemps à l'international. Ce que tu remarques actuellement du MMA en France, comment ça se développe et ça se structure. Eh bien, en fait, bah, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, et je le résume souvent à ça avec des personnes qui me demandent un peu comment ça se passe. Alors, c'est toujours aussi, tu vois, pour faire la transition avec ce dont on parlait juste avant. J'ai pas envie de me poser non plus en tant que spécialiste. Moi, je suis un nouvel acteur de ce système-là. J'observe et je donne mon avis humble, tu vois, et j'en déduis des conclusions, mais je ne suis pas vraiment le plus, on va dire, euh, à même d'en discuter vraiment, tu vois. Mais en tout cas, l'effet que moi je ressens, c'est que le MMA, ça a fait comme le CrossFit et les autres disciplines. Ben, le MMA est arrivé et toutes les disciplines autour du MMA, donc qui composent le MMA, que ce soit le sol avec le JJB et le grappling, euh, la boxe anglaise, la boxe thaï euh, et d'autres disciplines aussi. Et ben, ils ont des regains de licenciés, tu vois des salles ouvrir, émerger, etc. Tout le monde veut en faire. Moi, là où, avec qui je suis en partenariat et avec qui je travaille, la Street Fight Academy, tu vas au cours à 19 h le soir, tu as 45 personnes sur le mat. Et pour faire du MMA. Mais c'est impressionnant, quoi. Et c'est souvent, en plus, une population qui est relativement jeune, tu vois, ça fait 16 25 ans, tu vois. Mm. Et, mais c'est bien, tu vois, c'est cool. Et ça fait la même chose quand les salles de CrossFit sont arrivées, tu vois, c'est quelque chose de nouveau, tout le monde veut en faire. Alors, ça n'existe pas depuis hier, hein, attention, c'est que c'est une Ouais. pratique, mais le fait de la légalisation, etc., ça a ouvert les portes et il y a un marché en grand essor. Il y a encore l'UFC qui arrive en septembre, là, à Paris. Tu as des beaux événements avec le PFL, avec des belles organisations aussi en France qui se structurent. Mais attention, c'est un sport jeune encore qui pardonne pas, je pense, tu vois. Donc les gens qui s'insèrent dans ce milieu-là, que ce soit en tant qu'organisateur d'événements, en tant que manager d'athlètes, en tant qu'entraîneur, préparateur physique ou des salles qui ouvrent, je pense que au fur et à mesure que ça va se pérenniser, la sélection naturelle va se faire, tu vois. Et puis après, tu as tous ces jeunes qui rêvent de devenir professionnels, d'être le nouveau McGregor ou le nouveau Benoît Saint-Denis ou du MMA. Mais voilà, la vie d'athlète de sport de combat, le début du professionnalisme, c'est pas la vie rêvée, c'est difficile, c'est pas là où il y a de l'argent, il faut arrêter de se mentir.
Mais oui, c'est sûr que ça donne envie et que c'est un challenge. Et, euh, et je sais plus si c'est avec toi que j'en parlais la dernière fois qu'on s'est appelé, mais euh, il faut, moi, c'est ça que je respecte, c'est que à partir du moment où tu rentres dans une cage, sur un mat, sur un ring, peu importe le sport de combat que tu fais, et que tu vas t'opposer à quelqu'un et que c'est courageux, et peu importe le niveau, peu importe ce que tu fais, il faut le souligner, tu vois, et les gens l'oublient ça. Et c'est quelque chose que moi j'ai appris avec ma petite expérience, tu vois, de dire putain, ouais, en fait, il faut en avoir, il faut avoir du courage, tu vois, et d'aller s'opposer à quelqu'un, tu vois. Ouais, surtout quand on commence un peu plus tard comme toi ou même des adolescents qui commencent autour de 15, 16, 17 ans, il faut avoir beaucoup de courage pour aller se confronter parce que quand on commence jeune, on est un peu insouciant, on se rend pas trop compte encore de tout ça. Mais se faire rentrer dedans dans une cage, crois-moi Ah qu'il faut ouais, avoir c'est clair. faut avoir du courage, hein. Toi, des fois, justement pour ta pratique un peu personnelle, est-ce que tu rencontres des difficultés un petit peu à commencer un peu tard comme ça dans l'apprentissage des techniques, etc. Euh, pas forcément. Enfin, oui, oui, parce que t'es débutant. Alors, la première phase, c'est comprendre comment ça marche déjà. Ouais, Tu vois, c'est quel est mon objectif, comment ça marque des points, tu vois, et ça, c'est des choses qui prennent un petit peu de temps à comprendre. Et c'est là. Après, une fois les techniques, si, c'est comme tout, il faut travailler, répéter, écouter surtout et s'inspirer des personnes qui t'enseignent. Et ensuite, voilà, après, je pense qu'à mon âge, plus tu es vieux, entre guillemets, je suis pas vieux, mais euh, plus tu as cette crainte de la blessure. mm, Ton corps, il répond pas pareil. C'est-à-dire qu'il y a 57, je te dis, non, mais moi, à 30 ans, il y aura zéro problème. Alors, je suis en pleine forme physique. J'ai jamais été au mieux de ma forme actuellement, tu vois. Mais ton corps, il réagit pas pareil au volume. Surtout quand tu débutes une nouvelle activité. Les 2 premières semaines, je pouvais pas tourner la tête plus que ça, tu vois. Et alors que je prépare des athlètes pour ça, tu vois. Et donc, bah, tu revois. Et comme je te disais, tu vois, l'effet de pratiquer, de se rendre compte des contraintes, bah, tu revois les standards de tes entraînements, tu vois. Et puis tu te dis, bon, bah, va falloir travailler là-dessus. Après, où moi je galère, c'est que bah, moi j'ai toujours été quelqu'un d'hyper raide. La coordination, j'ai jamais eu de problème. J'ai toujours été quelqu'un tu vois, je peux jouer au sport de raquette, aller jouer au basket, au foot, etc. J'ai jamais eu de problème à ça. Donc pareil, si de bouger autour de quelqu'un, de mettre les bras quelque part, la dissociation droite-gauche, ça va, c'est pas quelque chose qui me coûte. Mais par contre, de se déplacer, de réagir rapidement, tu vois, et de mon profil, bah, c'est ce qui me coûte un peu, tu vois. bien sûr. Bah, on voit du coup que c'est possible de commencer plus tard un sport de Bien combat. sûr. Bien sûr, ouais, bien Et sûr. Ouais, ouais. il n'y a pas d'âge pour apprendre. Bien sûr, ouais, ouais, ouais. Tu ambitionnes de faire de la compétition un petit peu? Alors, j'ai pas envie de m'avancer, tu vois, mais oui, je pense l'année prochaine. Ma compagne n'est pas trop d'accord. Alors Tu vois, elle vient des sports de combat, hein, c'est une boxeuse. c'est vrai, Et, bah ça va. Mais elle me dit non, non, elle me dit non, tu vas pas commencer comme ça. Déjà, elle commence à s'inquiéter pour mes oreilles. J'allais le dire. T'as pas encore des choux. Mais oui, non, moi j'ai toujours été comme ça, c'est-à-dire que tous les pratiques, enfin, j'ai fait du foot à bon niveau, tu vois, j'ai des copains qui sont joueurs professionnels, j'ai joué dans des bons niveaux, tu vois, j'ai vraiment, j'aime la compétition, j'ai fait du CrossFit, j'ai commencé, et je m'y suis, et ça c'est pareil, c'est tu commences, t'entraînes une, deux fois, puis après t'entraînes tous les jours, Mm. et en fait il a fallu que je franchisse le pas de la compétition avec les copains, etc. et tout, et là c'est la même chose, tu vois tout le monde partir en compète. Et puis après, c'est aussi un challenge. J'ai jamais été quelqu'un, tu vois, après, c'est pas véridique pour tous, mais j'aime pas la bagarre, moi. J'aime pas ça. J'ai jamais été quelqu'un qui est, tu vois, le contact physique, etc. C'est même des fois un peu mon défaut quand je joue au foot, tu vois. Et là, aujourd'hui, ben, je commence à prendre plaisir, tu vois, à ça, sans non plus, tu vois, aimer la bagarre, et je me dis, et c'est un challenge pour moi aussi, bah, tu vois, justement, d'aller me confronter à quelqu'un, de me dire que je peux prendre des risques, bah, pour moi, pour mon corps, m'opposer physiquement, parce que je trouve qu'au final, bah, les sports de combat, c'est aussi, je pense que quand tu pratiques des sports de force, des sports de la musculation, que tu veux avoir un beau corps, faut pas se mentir, on fait ça aussi pour se regarder dans le miroir, tu vois. Bien sûr. Et,
Et tu vois, c'est un peu la dernière étape, tu vois, de se dire, je vais m'opposer physiquement à quelqu'un parce qu'il y a une dimension physique et athlétique qui est pas à négliger. Et on en a parlé avec Anthony De Oliveira là, sur le dernier championnat de France de grappling. Euh, de s'opposer physiquement, de mesurer sa force et de comment tu te déplaces. Est-ce que ce que tu fais, ça sert, tu vois? Je pense que c'est quand même quelque chose d'important et c'est un challenge aussi pour moi. Donc, à voir la semaine d'année prochaine. Ouais. Là, c'est trop tôt, beaucoup trop tôt. J'ai pas envie d'y aller et de pas prendre de plaisir. Mhm. Euh, et aussi de me préparer peut-être un peu mentalement, tu vois, de pouvoir me conditionner à ça, tu vois. Bien sûr, ouais, c'est un challenge, hein. C'est un vrai challenge. Pour en revenir un petit peu dans le contexte dans lequel tu travailles aujourd'hui, donc tu as évoqué la Street Fight Academy. Tu prépares des athlètes professionnels, des athlètes amateurs. Comment tu travailles avec ces athlètes-là? Moi, ma majorité d'activité, elle est en ligne, d'accord? Moi, je suis principalement des suivis à distance et en ligne, d'accord? Avec des athlètes, moi, c'est des combattants qui veulent structurer leur entraînement pour leur discipline. Euh, j'ai un panel énorme de disciplines dans mes athlètes que je suis, donc JJB, grappling, MMA, pancrace, au sambo aussi. Voilà, j'ai tous les athlètes. J'ai pas encore beaucoup d'athlètes de percussion. C'est ce que j'aimerais avoir, boxe, tu vois, ou boxe taille. Et j'ai pas d'athlète féminine encore. Et ça, c'est quand même toujours intéressant. Et, euh, et après, en présentiel, je garde des projets dans lesquels j'ai envie de m'investir, qui demandent plus de temps peut-être et plus une approche, on va dire, en Individualisé? présentiel. Voilà. Donc, j'ai Jason Polidor, qui est combattant professionnel au Hexagone MMA. Et après, à la salle, il y a d'autres athlètes professionnels que j'accompagne des fois, de temps en temps, ponctuellement, tu vois, pour rendre service. Et ensuite, pour les athlètes amateurs, ça m'arrive de faire des cours small group dans deux salles, la Street Fight et une autre salle, la Submission Power Team, autour de Bordeaux, où ce sont des compétiteurs qui veulent simplement travailler physiquement sur des cours de groupe. Ça me permet aussi moi, de toucher plus de personnes, Hmm. tout simplement d'un point de vue marketing, Hmm. commerce, tu vois, il ne faut pas Hmm. se mentir. Euh, et puis aussi de remettre, d'emboîter le pas, tu vois, d'être de nouveau sur le terrain, tu vois. Parce que c'est bien d'être derrière l'ordinateur, de toujours être en train de programmer et tout, mais de pouvoir aussi toujours garder le pied dans le coaching, dans enseigner, tu vois. Surtout que plus tu prends de l'âge, plus ton discours il change aussi, tu vois, tu prends de la maturité, tu réagis plus pareil aux émotions. Je pense que j'étais pas le même il y a 5 ans, j'étais pas le même quand je coachais en Chine avec mes athlètes et avec l'environnement qu'il y avait qu'aujourd'hui, tu vois. Et j'ai eu des apprentissages. Et du coup, aujourd'hui, je pense que je suis meilleur coach que je l'étais avant. J'ai beaucoup plus de sang-froid je réagis plus sur l'instant, tu vois. Euh, c'est des trucs tout simples, tu vois. Ton athlète se blesse, ton athlète loupe un entraînement, ton athlète euh, ou ton groupe d'entraînement, tu vas faire, il y a un truc qui se passe pas correctement, il n'y a pas besoin de paniquer, tu vois. Et c'est des choses qu'avant, peut-être, je maîtrisais pas, tu vois. Et c'est des choses qu'aujourd'hui, qui viennent peut-être aussi avec l'expérience et avec le fait d'acquérir de la confiance en soi, tu vois, de la maturité dans ma réflexion, dans mon approche. Et puis voilà. Et puis après, je vais pas mentir, avec des athlètes professionnels qui ont des objectifs de compétition, de combat importants, le challenge il est plus important, ça stimule. Je suis compétiteur, comme je te l'ai dit. Et après, il faut aussi résumer que j'ai la même approche avec un athlète amateur, loisir, qui veut juste faire sa compétition CFJJB, qu'avec le mec qui va combattre peut-être à l'UFC un jour, tu vois, que je suis, j'espère, je croise les doigts, tu vois. Mais j'aurai toujours la même approche et la même éthique professionnelle avec ces personnes-là. Tu vas pas utiliser les mêmes outils, la même approche, mais par contre, ton investissement, il doit être le même. D'accord? Il y a pas un être humain qui vaut plus que l'autre et un athlète qui vaut plus que l'autre. D'accord? C'est ce que des fois, peut-être, je reprocherais à certaines personnes que je côtoie ou ce que j'entends, tu vois. Et tu vois, il y a pas de différence entre les personnes. Ils payent la même chose.
ils te font confiance pour la même chose. Et justement, peut-être que c'est l'inverse, tu vois. Peut-être que des fois, le mec qui vient de voir, qui est amateur, qui lui va investir de son temps libre, qui s'investit dans sa Mm. pratique sans, tu vois, il vient de voir parce que tu coaches telle ou telle personne. Du coup, il mérite encore plus une attention, tu vois. Ouais, ok, d'accord. Ouais, donc tu accordes la même attention à un athlète professionnel qu'à un athlète amateur. Ce qui prime pour toi, c'est l'humain finalement en fait. Oui, C'est pas, et c'est, ben, c'est ouais. pas là où ça brille le plus. Non, et comme je te l'ai dit, en fait, c'est que là, tu targetes vraiment quelque chose pour moi d'important aujourd'hui, tu vois. C'est que de mon expérience en Chine, avec l'équipe olympique de lutte, c'est moi qui ai pris la décision de rentrer, tu vois. C'est pas, tout s'est bien passé, entre guillemets. Ils voulaient me garder, ils ont même été étonnés que je leur dise que je rentrais pas, tu vois. Et, euh, en fait, c'est ça. En fait, aujourd'hui, je préfère y mettre de la valeur humaine, des choses qui m'importent, prendre plaisir à travailler, que avoir l'athlète qui est le plus haut possible, tu vois. Et comme je t'ai dit, tu as vu, dans le foot, je suis arrivé à un niveau semi-professionnel, National 2, en espérant peut-être toucher le niveau pro derrière, tu vois. Et au final, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai pas apprécié l'expérience que j'ai vécue. Et après, je me suis retrouvé à être plus heureux sans le foot. Ensuite, je suis allé en Chine, j'ai touché, entre guillemets, le Graal de tous les préparateurs physiques, aller dans une équipe olympique, et surtout la Chine avec les moyens qu'ils mettent et tout, et d'avoir tout à disposition, un groupe de 40 athlètes qui s'entraînent tous les jours, qui est toujours sur place, alors avec le système là-bas qui est particulier, tu vois. Mais au final, de ne pas être heureux, tu vois, de s'avouer. Et peut-être que les 6 premiers mois que j'ai fait, les 2, 3 derniers mois de cette période-là, bah, j'étais là à me dire, à me forcer peut-être, tu vois, d'aller en séance pour aller en séance, de dire oui pour dire oui, tu vois. Et en fait, de rentrer et d'en parler avec ma compagne et me dire, écoute, on s'est pas vu, on s'est vu 20 jours en un an. À chaque fois que tu m'appelles au téléphone, c'est pour me dire que tu n'es pas content de la situation. Euh, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et c'est ça, en fait, c'est, ouais, peut-être que si j'avais été seul, si j'avais pas eu l'expérience que j'ai eue avant, peut-être que je serais resté jusqu'à aujourd'hui, tu vois, j'ai toujours des collègues qui sont là-bas, mais euh, c'est pas tout beau tout rose, tu vois. C'est pas, il faut faire avec les éléments extérieurs et il faut ensuite se recentrer. Il y a des gens pour qui le travail, c'est le plus important. Moi, c'est mon équilibre. C'est, comme je te l'ai dit, c'est peut-être pas partir chaque week-end en compète avec une équipe de foot, malgré que ça joue la Ligue des Champions, je m'en fous, tu vois. C'est juste, je suis pas capable de m'investir, enfin, je suis pas capable peut-être d'être heureux comme je le suis aujourd'hui avec ce métier-là. Et pareil en Chine, c'était la même chose, tu vois. Et les JO, comme je te l'ai dit au téléphone, les JO, il y en a tous les 4 ans. Des athlètes de haut niveau, il y en a des millions. Je le souhaite et je travaillerai pour et fort pour avoir un athlète ou des athlètes ou une équipe qui va aux Jeux Olympiques y jouer un rôle, tu vois, pour avoir un athlète qui va peut-être à l'UFC ou au plus haut niveau d'une fédération de boxe ou peu importe, ou de grappling, etc. et tout, tu vois. Mais il y aura d'abord moi, mon épanouissement et mon bien-être, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est central. Et voilà. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que souvent quand on est jeune, on se lance un peu corps et âme dans son métier, surtout quand on est passionné, hein, quand on fait un travail un peu passion. Et toi, tu as une expérience où tu devais être presque à 100% finalement avec ces athlètes-là, où tu étais pris en fait dans un contexte qui te permettait pas de t'épanouir aussi personnellement. Et en alliant, je pense, les deux, en trouvant cet équilibre-là, c'est ce qui fait que toi, tu es un meilleur préparateur physique parce que tu arrives aussi peut-être à prendre un peu plus de recul sur les choses, à analyser, tu as peut-être plus aussi de marge de manœuvre. Je pense que là, dans l'expérience que tu as eue en Chine, tu voyais que tu pouvais pas forcément déplacer les curseurs comme toi tu voulais et que tu étais pris un peu dans un système, je sais pas, c'est un système fédéral, un système voilà, où c'est pas toi qui gères. Finalement, toi, t'es un pion. De toute façon, si on te remplace, ça va peut-être pas changer grand-chose. Ce qui fait que tu t'as pas l'impression de pouvoir faire ton travail comme toi, tu as envie de le faire, quoi. Comment tu as Mm. vécu un petit peu cette expérience dans un système qui est un petit peu, peut-être un peu verrouillé au niveau des actions que tu peux mener? Ouais, ouais, on peut en discuter, Re- ouais. Alors attention, alors l'expérience, euh, elle était mitigée. Faut pas le cacher. J'ai eu une très bonne relation avec les athlètes. C'était vraiment très agréable au quotidien avec les athlètes.
Par contre, ce qu'il y avait autour, c'est pas- professionnellement, il n'y avait rien d'épanouissant, quoi. Ouais, Comme ouais. tu l'as dit, c'était un pion, de la main-d'œuvre, que ce soit mon collègue ou moi qui faisions l'entraînement, ça leur changeait rien. Alors qu'aujourd'hui, tu le sais qu'il faut avoir un suivi transversal avec tes athlètes. Quand tu prépares des événements comme ça, il faut avoir un suivi le plus long terme possible, tu vois, savoir comment on va réagir à tel entraînement. Et puis, aujourd'hui, tu vois, euh, de pouvoir, moi, gérer un peu comme je l'entends mon entraînement avec mes athlètes, de pouvoir avoir un échange, tu vois, un vrai échange, pas quelque chose qui est un peu artificiel, c'est mieux, c'est plus agréable pour moi au quotidien de pouvoir échanger avec un père de famille qui me dit, bah écoute, je peux pas m'entraîner ce soir parce que j'ai ma petite ou que euh, la préparation, elle est jamais droite. Alors que là-bas, j'avais mes athlètes 24-24. C'est-à-dire que moi, je vivais avec mes athlètes. On était dans les centres olympiques. Et finalement, bah, c'est pas tout beau, tout rose, comme je te l'ai dit. Ça a ses défauts. Ça a ses qualités parce que tu as tes athlètes tout le temps avec toi, mais ça les enferme dans quelque chose, dans une monotonie et est-ce qu'ils ont vraiment goût à l'entraînement maintenant? Non. Surtout quand tu es loin des compétitions, tu vois. Mm, mm. Et après, je pense que comme je te l'ai dit, plus tu vas au haut niveau, plus la personne qui gère et l'encadrement doit pouvoir récompenser ses athlètes et son staff. Moi, quand tu me dis, ouais, bah non, vous n'allez pas en compétition avec les équipes, ah, Frustrant. ouais, bah ouais, parce que tu vis pour ça, tu vis pour la compétition. euh, Surtout quand tu es enfermé en Chine avec le Covid, que tu vois pas ta compagne, etc., ou ta famille, et qu'on te dit, bah, ils partent en tournée en Europe, tu te dis, attends, mais moi, si je pars là-bas, tu vois, bah, peut-être que ma compagne peut venir sur le week-end, je peux peut-être négocier un jour off. On se voit, tu vois, et ça change tout. L'expérience, elle est plus la même. Pareil, de ne pas vivre au centre olympique, tu vois, de vivre avec d'avoir ton appartement, de couper le soir, ça changera tout, tu vois. Parce que, bah, au final, peut-être la journée, tu t'es pris la tête avec le mec, l'entraîneur, et ça s'est pas bien passé. Et qu'est-ce que tu fais? Tu le revois le soir quand tu vas manger, et c'est pas méchant, mais moi, en fait, j'ai besoin de m'évader un peu, tu vois, d'avoir mon truc à moi, de pouvoir souffler. Et c'est ça, en fait, la- le bien-être des athlètes et de l'encadrement, tu vois. C'est pouvoir trouver un équilibre entre les deux, tu vois. Et comme tu l'as dit, tu peux t'investir 100% professionnellement, mais moi, ça va me mener. Alors, je dis pas que je suis pas investi à 100% actuellement et que je peux pas faire des journées de 12 heures de travail, mais derrière, il va falloir que je coupe un peu, il va falloir gérer, tu vois. Et aujourd'hui, je suis pas à mon compte et je travaille pas en ligne pour ne pas bénéficier de ma liberté, par exemple, géographique, ma liberté d'horaire, de prendre un jour quand je le veux. Et tu vois, de devoir demander, je pense, les vacances, de devoir négocier parce que ah, mais pourquoi tu veux rentrer telle semaine en vacances? Bah non, mais en fait, mes vacances, j'ai eu le droit, c'est comme ça, c'est marqué, ça fait 6 mois que je suis là, j'ai envie de rentrer parce que ça, tu vois, et tu sais, il fallait toujours négocier. Et puis quand tu demandais un truc, il fallait que tu donnes un truc en retour. Et moi, ça, c'est insupportable, tu vois, et donc après, c'est peut-être le quotidien de personnes salariées en Europe, tu vois, mais je ne pense pas que la situation soit la même dans des pays comme la Chine, la Russie, les Émirats, tu Mm. vois. C'est quand même particulier comme environnement. On te fait bien comprendre que toi, tu es là sur un siège éjectable, que ton contrat, c'est marqué comme ça. Ah, mais le contrat, il va falloir que tu arrêtes de le lire, grand, parce que ça se passe pas comme ça, en fait. Ah, punaise. Ah ouais, ils te mettent un peu dans une insécurité permanente, quoi. Ce qui fait que t'es un peu, Ouais. finalement, t'es stressé, quoi. La moindre erreur quand t'as un athlète qui se blesse, tu pries pour pas te faire jeter, peut-être, ou. Ouais, et puis en fait, ouais, c'est un environnement qui, alors, de ce que moi, j'ai la seule expérience du très haut niveau que j'ai connu, donc en vrai, je peux pas Mm. comparer, même si j'ai des athlètes de haut niveau, j'en ai déjà suivi des dizaines, tu vois, c'est pas pareil, c'est pas dans le même système, mais euh, on a des mauvais résultats en compète, ils reviennent, c'est la faute du préparateur physique, tu vois. Mm. Ah, il n'y a Ouais. pas assez de physique, les gars. Pas assez de physique. Ah, ouais, non, mais c'est sûr qu'en lutte, il y a que du physique, les gars. Il n'y a pas une technique, il n'y a pas une tactique. Quand tu gagnes 4-0 à 30 secondes de la fin, que tu perds 5-4 ton combat, c'est la faute du physique. Ça, c'est sûr et certain, les gars. Et il y a personne en fait, il y avait personne pour se concerter et dire objectivement,
Bon, écoutez, là, ok, d'accord, 4-0, 5-4, on perd la médaille. Qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal, tu vois? Et moi, c'est ça, en fait, qui me manquait, c'est-à-dire que tu arrivé au plus haut niveau et tu n'avais aucune organisation professionnelle, tu vois? C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, en Europe, comme je te l'ai dit, et tu calcules tout, tu essayes de trouver des réponses à tout, tu travailles en équipe, tu as une relation entre l'entraîneur, le préparateur physique, l'athlète. L'athlète est au centre du projet, tu vois? C'est lui qui prend la décision. Mm, mm. Et il n'y a personne pour te dire non, non, bah écoute, là, peut-être que le single leg, c'est pas le moment d'aller chercher. Peut-être qu'il faut juste que tu temporises. Ça sert à rien d'aller chercher des points. Il faut que tu défendes. Euh, peut-être que t'es cuit. Bon, d'accord, bah, il faut mettre l'accent peut-être sur la fin du combat. Qu'est-ce qui va pas? Tu vois, il faut prendre les données que tu as après l'entraînement plutôt que de dire ah non, faut faire de la haute intensité tout le temps, tout le temps. Il faut faire de la charge lourde tout le temps parce on s'entraîne pas assez. Ah oui, bah regarde, ça fonctionne super bien puisqu'on a perdu et qu'on n'a pas eu des bons résultats. Mais voilà, donc c'est toujours la même chose. Comme tu l'as dit, tu peux pas déplacer un système. Tu arrives, toi, tu es le petit Français qui vient pas des sports de combat en plus, qui a pas les oreilles comme eux. Et tu vois, et non, mais c'est la vérité, tu vois. Moi, Mm. mon collègue Stéphane, qui est actuellement encore là-bas, tu vois, qui est combattant, bah, ça change tout dans la relation avec les athlètes. Il est arrivé, lui, il avait déjà les oreilles, En tu vois, chou? et bah ouais, ah ouais, toi tu fais de la lutte, tout ça, etc. et tout. Et donc ça met un cadre différent. Après, c'est à toi aussi de faire ta place, hein. Attention, Bien je sûr, suis ouais. pas là pour installer le système, hein. C'est à moi aussi de faire ma place. Et peut-être que j'étais impressionné aussi quand je suis arrivé, tu vois. Ouais, c'est C'est-à-dire sûr, que ça, ouais. Ouais, ça peut être tu, tu... impressionnant quand tu vois des athlètes olympiques avec des qualités physiques énormes, avec des peut-être aussi des physiques énormes, parce que c'est un sport qui est éminemment physique, hein, donc c'est sûr. Bien Et sûr, puis à mon avis, ils cherchent aussi à voir si t'es légitime aussi, donc ils te cherchent un peu là-dessus. Quand tu vois quelqu'un qui a les oreilles en chou, qui est bien taillé, ça impose peut-être un petit peu plus le respect dans ces sports de combat, quoi. bah, c'est sûr, moi je Mm. débarque. Moi, tu sais, moi je suis un profil de coureur de marathon. Donc, j'ai fait un peu de poids maintenant, tu vois, j'ai des jambes toutes fines, j'ai des Ouais. cuisses toutes fines, tu vois, genre, tu me vois débarquer dans une salle de muscu, tu me dis, non, mais c'est lui qui va nous faire le cours, tu vois. Et au final, il faut faire sa place, et après, il faut s'imposer. Mm. Et comme je te l'ai dit, bah, aujourd'hui, c'est aussi, bah, euh, plus que tes compétences en programmation, en enseignement, c'est de faire ta place, ton leadership, comment tu portes la voix. Des fois, des fois, je mettais des tirs alors qu'il n'y avait rien, tu vois. C'est-à-dire que c'était stop, on s'arrête, tu vois. Et puis tu t'envoyais une punition, entre guillemets, pour faire comprendre que bah, c'est pas eux qui vont décider, c'est toi qui gères la séance. Le coach commence à intervenir, tu lui dis, écoute, ça c'est ma séance, donc toi, tu n'as rien à dire, tu vois. Et des fois, bah, ça part au clash, mais c'est aussi faire comprendre que ouais, bah, il faut pas te laisser marcher sur les pieds. Et quand on venait d'arriver, je pense que ça a été notre défaut de laisser un peu de place à eux, comment ils voulaient travailler dès les premières séances, tu vois. De dire, ah, mais nous, non, c'était de dire, écoute, laisse-moi 3 mois, euh, laisse-moi avec les méthodes que j'utilise, et après, on verra ce qui se passe, tu vois. Et du coup, de laisser la porte entrouverte, ils ont mis le pied dedans, ils se sont dit, non, mais attends, on peut en faire ce qu'on veut. Euh, et après, du coup, de renverser le truc, bah, ça a été un peu plus compliqué. Ouais, ouais, c'est sûr qu'il faut se bagarrer pour imposer là-dedans. Pour en revenir un petit peu sur ta façon de travailler, on a parlé du CrossFit. Comment tu utilises un peu le CrossFit dans ta programmation, sachant que c'est une méthode qui est assez généraliste. Comment tu fais un petit peu pour la rendre un petit peu plus spécifique pour les sports de combat? Alors là, ça va grincer les dents si j'ai des collègues qui m'écoutent. Pourquoi? Non, alors, en fait, le CrossFit, j'utilise pas le CrossFit purement en soi, tu vois. Tu utilises la Le CrossFit, méthodologie, quoi, ouais. Mm, enfin, mm. beaucoup moins qu'avant, tu vois. Et c'est vrai il y a certaines parties conditionnement que je reprends du CrossFit. Ça m'arrive de travailler sur des formats AMRAP, de mixer de la charge avec de la gym, avec du conditionnement. Après, non, il y a quand même les formats, je pense que j'utilise, tu vois, encore. Moi, je travaille beaucoup sur format EMOM, tu vois. Travaille dans la minute ou en temps imparti. Euh, mais en soi, non, moi, j'utilise plus beaucoup le CrossFit. Après, je pense que comment j'enseigne l'haltéro ou comment j'utilise l'haltérophilie dans mes programmations sont beaucoup influencés par ça. Ça, c'est sûr et certain. Euh, mais non, il faut justement, aujourd'hui, je pense que les sports de combat, les combattants,
ne font que de la haute intensité quand ils s'entraînent. C'est-à-dire que tu vas en salle, il faut qu'il y ait une dépense énergétique. C'est ce que j'ai connu en Chine. Il fallait, si je leur mettais des intervalles training ou des trucs à en mourir, c'était bien. Oh, c'est bien entraîné, les gars. Ah ouais, c'était super. Ben non, en fait, c'est l'inverse, tu vois. Il faut aller chercher d'autres trucs que tu fais pas. Oui, des fois, il faut savoir s'entraîner à un RPE 6 sur 10, 7 sur 10. Des fois, il faut savoir s'entraîner à fond. Il faut savoir gérer ça. Des fois, il faut taper dedans pour régénérer de la fatigue. Des fois, non. Et aujourd'hui, c'est l'utilisation à outrance des formats justement, tu sais, cross-training, crossfit, etc. Sachant que c'est bien différent. Le crossfit, aujourd'hui, le crossfit a vraiment sa méthodologie. Le cross-training, c'est un peu un fourre-tout que les gens ont utilisé, les salles commerciales ont utilisé. Et donc voilà, il faut en faire un mix. Mais aujourd'hui, je me suis quand même beaucoup, très, très éloigné du CrossFit malgré que je sois influencé parfois. Mais voilà, aujourd'hui, moi, mes méthodes, c'est des choses que j'ai vues par d'autres formations que j'ai fait, euh, des fils d'Arrow, Cal Dietz, tu vois, Triphasic Training, Condensate Conjugate de fil d'Arrow, Louis Simons, forcément, Westside Barbell pour voir de quoi ça résume. Mais aujourd'hui, il faut pas être dicté par des méthodes, tu vois. Il faut en connaître les principes, savoir comment ça fonctionne et savoir quel stimulus tu veux obtenir dans ta séance d'entraînement. Si aujourd'hui tu veux travailler la force, il faut que tu saches ce que ça veut dire effort maximaux, d'accord? Quel schéma de répétition, quelle intensité, quel ressenti et quelle fatigue ça va générer derrière, tu vois? Tu veux travailler ta puissance, entre guillemets, quels exercices je peux utiliser, quelle vitesse de barre, quelles intentions dans l'entraînement l'athlète il doit ressentir et comment il doit bouger la barre, tu vois. Et ensuite, après, oui, d'accord, de dire, bon, je vais faire un 5-3-1, je vais faire un 10 x 10, ok, pas de problème, mais il faut savoir pourquoi tu le fais et qu'est-ce que tu vas obtenir de ça. Tu vois? Et des fois, c'est ce que oublient certains jeunes préparateurs physiques, ou certains même anciens préparateurs physiques. Ah, mais non, mais ça a toujours été comme ça dans les bouquins. Oui, mais aujourd'hui, non. Des fois, malheureusement, tu le fais faire à quelqu'un. Moi, si je fais un 5 x 5, ça va peut-être pas être le même ressenti que quand toi, tu le fais, tu vois. Parce que ton profil, parce que t'as ton aisance sur la musculation, sur le squat, par exemple, tu vois, tes limitations, ça peut venir de plein de facteurs. Donc, il faut trouver la bonne recette. Et voilà plutôt comment je fonctionne, tu vois, c'est dire, j'écris quelque chose, quand j'arrive en séance, ça m'arrive de modifier Ah ouais. 50%. C'est- Et, et voilà, c'est simplement par expérience, simplement le mood du jour de l'athlète, simplement parce que j'arrive pas à obtenir ce que je souhaite et parce que aussi je me suis dit, bah non, finalement je l'ai écrit, j'ai peut-être un peu fatigué, c'était peut-être mieux comme ça, tu vois. Donc voilà, il faut se laisser de la liberté. Le mec qui me dit, ah mais moi j'ai fait toute la programmation comme c'était écrit et que ça s'est passé à 100% comme ça, non, c'est faux ça. À moins que tu arrives à prédire l'avenir. C'est toujours ça. Exactement. Ouais, on dit souvent, hein, le meilleur outil du préparateur physique, c'est la gomme, hein. Donc, faut pas hésiter à, faut pas hésiter à revenir sur ses choix. Quels outils, du coup, tu utilises un petit peu pour quantifier la charge d'entraînement, pour avoir un retour sur ce que les athlètes ont ressenti sur les différentes séances? Et, comment tu travailles avec un débutant en ligne? Est-ce que tu prends des débutants en préparation physique en ligne par rapport pour la gestion de l'apprentissage des mouvements, etc. Alors, bien sûr, après, un débutant, qu'est-ce que c'est? Un débutant, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience en préparation physique. Et des fois, c'est un sportif de haut niveau, tu vois. En fait, tu vois, Mm, c'est-à-dire que même ton athlète qui est ceinture noire de judo, mm. euh, qui est un athlète expérimenté en grappe ou en JJB, ou même un combattant professionnel MMA, peut-être qu'il est jamais allé en salle, tu vois. Par exemple, les mecs du pied-point, c'est des mecs qui touchent jamais à une barre, tu vois. Non, Ils non, font tout. c'est pas la culture, tu vois. Ouais, ouais, ils font tout sur le tapis, hein. Ils font leur préparation physique sur le ring ou sur le tapis, corde à sauter, pompe, abdos. Exactement. Voilà, c'est. Et tu prends un lutteur, le lutteur, c'est du volume à mort, de l'intensité aussi à mort, tu vois. C'est une capacité de travail assez incroyable, tu vois. Et franchement, comme je te l'avais dit, c'est que bah,
en Chine, d'avoir croisé des lutteurs, d'avoir coaché des lutteurs. Moi, c'est les athlètes les plus incroyables que j'ai coachés, tu vois, en termes de capacité physique, de qualité physique. Ils sont capables de tout faire. Ils sont souples, ils sont explosifs, ils ont un cardio de monstre, tu vois. Ils ont de la force de fou, ils ont un grip de fou. Et voilà, tu vois. Et donc, oui, ça m'arrive de prendre des athlètes débutants en préparation physique, en ligne, souvent même, parce que c'est des gens qui veulent emboîter le pas et qui se rendent compte qu'il faut qu'ils structurent leur entraînement. Et moi, j'ai pas peur de passer 8 semaines à faire les mêmes choses Mm. sur trois mouvements, squat, traction, et après, ça m'arrive soit un peu de soulevé de terre, ça dépend, soit des dips ou soit de la poussée, tu vois, bench press, strict press, tu vois, ça dépend. Mais squat, traction, je peux te dire que c'est sûr qu'ils vont en manger. Et s'ils écoutent, si j'ai des athlètes qui écoutent le podcast, ils vont le savoir parce que, et en fait, du moment que j'obtiens une progression, je vois pas l'intérêt d'aller bousculer les choses, tu vois. Ouais. Surtout quand on est loin des combats, ça sert à rien de rentrer dans le spécifique. Euh, Si tu continues à progresser, si chaque séance de par ce que je donne à faire, tu mets 2,5 kilos de plus, tu arrives à faire une répétition de plus, tu bouges mieux, tu bouges plus vite. Euh, euh, Bah, en final, pourquoi j'irais changer? Alors, si tu me dis que tu t'ennuies à l'entraînement, je pense pas. Je pense que quand tu progresses, tu t'ennuies jamais à l'entraînement. Tu Ouais, vois? c'est plutôt Et stimulant, ouais, bien sûr, hein. exactement. Ouais, Et de ouais. voir des athlètes qui me disent, Putain, ouais, tu as fait 4 semaines de traction uniquement en excentrique. Ouais, vas-y, bah, la cinquième semaine, on fait le test. Ah, j'ai rentré 5 tractions, j'en rentrais pas une avant. Ah, bah déjà, tu vois, il y a une progression. Alors après, oui, dans les exercices d'assistance, soit je vais target des trucs un peu spécifiques au sport, soit je vais target des points faibles de l'athlète, des traumatologies qu'ils ont eues. Et après, dans les sports de combat, cervical, grip, c'est à chaque séance, tu vois. Pour moi, ça c'est mon avis. Et ensuite, euh, il faut avoir des standards généraux, tu vois, par sport, par catégorie de poids, combien et tendre vers ça. Même si c'est pas une obligation. Quand le top 10 mondial il soulève tant ou il a un saut qui est en rapport poids-puissance avec telle data, il faut que tu t'en approches parce que bah, même si ça prouve pas la valeur de ton athlète, c'est peut-être le pourcent qui va faire la diff sur le mat ou qui va lui permettre de se sentir mieux, tu vois. Et après, quels outils j'utilise? À distance, le problème, c'est que les outils, c'est toujours corrélé à la façon que tu les utilises. Si tu testes, c'est toujours corrélé aux conditions que tu utilises également. Quand tu es novice en préparation physique, te tester, c'est pas évident, tu vois. Donc, il faut que tu trouves les tests les plus simples et les plus pratiques qui vont te permettre de savoir quels points faibles et points forts ils ont sur les qualités physiques, comment ils vont réagir à telle ou telle charge. Puis après, je sais que c'est Fred Marceo qui utilisait ça avec ses qui est coaching Fred club sur Biman. Mm. hein, Il, prépa, oui, ouais, ouais. prépa rugby, là, prépa de Montpellier au handball depuis cette saison qui arrive là. Et il disait que lui, il utilisait par exemple en capteur de vitesse sur du VBT une barre à 80%. C'était sa façon de mesurer les progrès, tu vois, si tu avais bougé, si peut-être tu développais moins de vitesse, plus de vitesse, tu arrivais à augmenter la charge avec plus de vitesse. Enfin bref, voilà, c'était des indicateurs pour lui de permettre de savoir d'évaluer sans tester, tu vois, d'avoir un petit peu ça. Et moi, je fonctionne un petit peu aussi comme ça, tu vois. Je sais que j'utilise des méthodes qui me permettent de pouvoir savoir comment mon athlète il se sent, comment il progresse, et je marche beaucoup au ressenti. Si tu m'envoies beaucoup d'informations, je serai capable de programmer le mieux possible pour toi. Ouais, du coup, tu demandes à tes athlètes qui t'envoient le maximum de retours sur les RPE, les ressentis, sur le niveau de fatigue, etc. Est-ce que tu mets un suivi aussi un petit peu wellness à côté au niveau pour contrôler le sommeil, le niveau de stress, etc. Non, 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 parce que il faut pouvoir y répondre tous les jours, quoi. Ouais, oui, bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Et, et après, je fais un petit état des lieux au début, tu vois, pour savoir un peu comment ils organisent leur vie et tout, etc., tu vois. Après, ce que je dis, c'est que euh, mon approche, elle est 100% individualisée. Mon suivi est 100% individualisé parce que je m'adapte à leur rythme de vie, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que moi, quand au début du suivi, je leur demande un semainier, d'accord? Donc, quand est-ce qu'ils s'entraînent
en sport, quand est-ce qu'ils s'entraînent en prépa physique, et quand est-ce qu'ils travaillent, quelles heures ils font. Et je leur demande d'évaluer un petit peu au cours de la semaine quel jour est le plus dur en termes de charge de travail sur la globalité, tu vois. Donc si le mec, par exemple, il travaille de nuit, ou il travaille en horaire décalé, ou s'il travaille il est dans les forces de l'ordre, ou s'il est père de famille, bah c'est, tu vois, c'est moduler la charge de travail en fonction de ces jours-là. Et du coup, quand je leur explique qu'il faut que j'ai le maximum de retour, et il faut pas avoir peur de me dire, écoute, aujourd'hui, je suis cramé, j'ai pas envie, vaut mieux pousser la séance, repousser la séance 3 jours plus tard euh, et faire une séance plus cool ce jour-là que se blesser et repousser l'entraînement pendant 3 semaines, tu vois, ou 3 mois. Voilà, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre et c'est le plus difficile avec les gens qui rentrent dans le suivi et qui tu sais, sont pleins d'énergie, pensent que faire beaucoup, c'est toujours la solution. Non, c'est pas, c'est ça. Et en fait, c'est mon rôle d'intervenant un peu qui venant de l'extérieur des sports de combat, de s'entraîner plus intelligemment et d'arrêter d'avoir peur de ne jamais en faire assez. Bien sûr, ouais. Ouais, c'est le rôle aussi d'un préparateur physique, enfin, d'un éducateur sportif. Hein. Tu es là pour apporter aux gens un peu de pédagogie de la préparation physique, comment fonctionne le corps. Tu peux pas toujours être à fond. C'est sûr qu'on a, on a toujours l'impression qu'il faut se mettre la tête dans le seau pour avoir une progression. Or, des fois, ça se situe pas là, la marge de progression. Hein. Ça se situe plus dans la récupération, dans la bonne gestion de ta charge d'entraînement, etc. Ça, c'est pas facile à faire comprendre hein, aux gens. Comment tu passes tu fais comment pour leur faire comprendre ça et pour les éduquer à ça? Mais je leur fais comprendre, ben, en fait, ils n'ont pas le choix de faire l'entraînement qui est marqué, tu vois. Donc, et après, de toute façon, souvent, ça pardonne pas, c'est que dès que tu respectes pas le plan, il se passe quelque chose, tu vois. Ouais, Et ouais. soit tu te blesses à l'entraînement, soit tu es fatigué, tu as des courbatures, soit, tu vois, il y a quelque chose qui va pas se passer de manière cohérente. Après, moi, c'est ce que je leur dis. Déjà, d'une, ils payent. Donc, si tu me paies et que tu suis pas ce que je te donne, tu peux pas me reprocher derrière que ça marche pas. Si tu me fais confiance, respecte le process, sois patient. Oui, il faut faire comprendre que des fois, il faut être à 100% de 80%. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, grave, Tu je vois. vois, Ouais. ça veut pas dire que si tu t'entraînes à 7 sur 10 aujourd'hui, qu'il n'y a pas des intentions à mettre, tu vois. Quand je te demande de déplacer une charge rapidement et de manière explosive, c'est cette intention-là, tu vois. Ça, c'est ce que j'appelle le 100%, tu vois. Mais par contre, sur la globalité de la journée et de la séance, on n'est qu'à 70%. Et c'est ça, en fait, qu'il faut faire comprendre aux gens, que tu peux pas t'entraîner en no pain, no gain. Ça n'existe pas. Ce que ça va mener, le no pain, no gain, c'est la blessure et c'est la fatigue. Et quand tu es un sportif, un combattant, bah, quand tu vas faire des cuts ou tu dois baisser ton poids, tu te fragilises, tu vois, tu deviens plus faible. Donc, si tu respectes pas le process, ça ne pourra pas se passer de manière cohérente. Il faut, comme je l'ai dit à mes athlètes que je suis qui sont au plus haut niveau, il faut limiter les imprévus et le doute. Plus tu t'approches de la compétition, plus il faut savoir ce que tu fais. Il faut savoir avec qui tu tournes en prépa, il faut respecter ce que te dit ton préparateur physique et pas aller faire une série de plus, une intensité de plus ou quoi que ce soit. Ça sert à rien. Le problème, c'est que les gens, ils se disent dans les 2 dernières semaines, ah, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Du coup, je vais tout faire d'un coup. Ah ouais, Mhm. mais grand, les 2 semaines qui arrivent avant ton combat ou ta compétition, c'est pas le moment de rattraper ce que tu n'as pas fait pendant 3 mois. C'est trop tard déjà. Et ce qu'il faut, c'est se dire, OK, j'ai ce bagage-là, mon fitness, il est comme ça. Tant pis, j'y vais avec ça et j'adapterai mes forces en fonction de ça. D'accord? Et ensuite, je limite la casse. Et non, c'est ce qui se passait en Chine, tu vois, par exemple, c'est qu'on arrivait à 10 jours des compètes ou à 15 jours, et c'était le moment où il fallait en faire le plus, tu vois. Eux, ils n'avaient pas compris ce qu'était volume et intensité, tu vois. C'était, il faut faire 2 fois plus à 2 semaines de la... Mais non, c'est tout l'inverse. Ouais, grave, ouais. Il faut en faire 2 fois plus à 3 mois de ta compète. Et quand tu arrives proche de ta compète, il faut monter l'intensité et baisser le volume, faire play. Et surtout, quand tu viens dropper 4-5 kilos sur la balance, bah, la dernière semaine, non, ouais, c'est que de l'accompagnement, c'est que mettre l'athlète en confiance. L'UFC Journal, tu vois, de l'UFC Institute, ils disent que dans le fight camp, donc les 8 dernières semaines de la préparation, euh, c'est prendre les décisions
toutes les décisions que tu vas prendre et tous les entraînements que tu vas faire en fonction de ce que tu vas faire le jour de la compétition. Chaque décision que tu prends. Donc, dans ton entraînement, il faut que tu, comme je t'ai dit, que tu limites l'inconnu et que tu aies le moins de doute possible. Quand tu es striker, c'est peut-être pas le moment dans les 8 dernières semaines, allez, pour les niveaux un peu plus amateurs, les 5, 6 dernières semaines, de mettre l'accent sur la lutte ou sur le sol, tu vois, en MMA. Mm. Euh, et il faut plutôt diminuer ce que tu sais moins le faire et réaugmenter, si tu es plutôt striker, le pied-point, tes combinaisons, ta tactique. Qu'est-ce que tu vas faire face à ton adversaire, tu vois? Quel est le profil de ton adversaire? Plutôt que de travailler des choses que tu ne sais pas faire encore, tu vois. OK? Donc voilà, c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça qu'il faut pouvoir organiser l'entraînement, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, quelle est l'approche que tu utilises? Est-ce que tu fais un peu une veille un peu des études scientifiques qui sortent, ou est-ce que tu t'inspires un peu des contenus un peu plus empiriques? Est-ce que tu as une approche essentiellement evidence-based? Je pense pas, avec ce que tu m'as dit. T'es- Ça se Mais voit ça peut tant que être. ça? Non. Mais je sais pas si tu suis un petit peu ce qui sort, etc. Si tu restes un peu informé ou je pense que tu suis. Ouais. Dis-nous qui tu suis aussi pour continuer à te former, quoi. Moi, je suis quelqu'un de très empirique. Moi, c'est le terrain avant la science, tu vois. Euh, de toute façon, les études qui sortent et qui ont une influence, tu les vois passer, tu vois, forcément. Ouais. Après, te dire que je vais sur PubMed, je pense que j'y vais 4 fois par an, tu vois, même pas 3 fois par an, histoire de dire, écoute, j'ai une problématique, c'est plutôt ça, tu vois. C'est une question que je me pose sur l'entraînement, sur mes méthodes, et je vais sur PubMed voir qu'est-ce qui a été fait, quels sont les protocoles, tu vois. Euh, au niveau des tests, est-ce qu'il y a une mise à jour, est-ce qu'il y a une analyse plus profonde de savoir quels sont les standards, par exemple, tu vois, ça. Après, de dire que le mec, tu vois, par exemple, je discutais avec un collègue du rugby qui fait un peu le même job que moi en ligne, tu vois, et qui est préparateur physique à Mérignac, qui fait du très bon travail, Morgane Denis. Et dans le rugby, il y a une étude qui est sortie comme quoi, soi-disant, le travail sur les cervicales ne limitait pas le nombre de commotions cérébrales. Excuse-moi, mais t'as beau mais va prendre des pains toute la journée en MMA, en boxe ou quoi que ce soit, et puis tu vas dire à l'athlète, non, fais pas de travail cervical, ça sert à rien. Ah, mais non, moi, la première fois que j'ai travaillé avec Jason Polidor pour l'Hexagone MMA, il faisait pas beaucoup de travail de cervical. On a fait ça les 3, 4 semaines juste avant le combat parce c'était la connexion, elle s'est faite à ce moment-là, tu vois. Le premier truc qu'il m'a dit en sortant du combat, le travail des cervicales, il me dit, j'étais en confiance. Il Et me dit, c'est j'avais l'impression que à la lutte, à prendre des coups, j'étais plus réactif, j'avais moins peur. Alors peut-être que la science, elle te dit que non, ça ne me limite pas. Ça, c'est vrai parce que c'est le cerveau, le chaos, c'est le déplacement du cerveau dans la boîte crânienne, dans le liquide. Et c'est sûr que l'inertie du mouvement, de prendre un choc, ça va pas limiter. Par contre, de se sentir plus fort et de pouvoir peut-être avoir une nuque plus forte, éviter les blessures au cervical, et d'équilibrer les ratios entre flexion latérale, rotation, etc. Bah, je suis désolé, non, ben, c'est pas la science, elle dit ça, mais c'est pas la réalité. et Après, si, la prochaine étude voilà, va peut-être montrer que ça va exactement, c'est que ça toujours aura en un impact. mouvement. Ouais, bien sûr, Voilà, c'est toujours mieux. et tu sais, après, il faut les lire en détail, les trucs, parce qu'après, si tu vas plus loin dans l'étude, ils disent qu'en final, le RFD de la nuque, tu vois, il peut te protéger de ça, tu vois. Donc, peut-être que le travail qu'il faut faire avant les combats, c'est travailler l'explosivité de la nuque, la réactivité de la nuque, comment le faire, tu vois, et varier les formes de contraction. Mais moi, la science, oui, heureusement qu'elle est là, elle fait avancer notre métier, mais c'est pas une vérité en soi, parce qu'elle est toujours, par exemple, comme les tests que tu vas réaliser, elle est toujours sujette à la population que tu as, Mm. qu'est-ce qu'ils font à côté, euh, comment ils ont été faits les tests, quelle amplitude de squat, par exemple, ils ont utilisé. Euh, voilà, c'est ça qui m'embête un petit peu, que des mecs qui sont centrés sur une approche vraiment la science, toujours cadrée, viennent dicter un peu ce qui se passe sur le terrain. Surtout que ton protocole, comme on l'a dit, ton protocole, comme tu l'as fait dans ton étude, va sur le terrain, tu le feras jamais comme il est marqué. D'accord? Mm. Donc, oui, ça te donne des grandes lignes,
Mais moi, aujourd'hui, je préfère écouter des mecs qui sont issus du terrain. Comme je t'ai dit, Fred Marcero, qui est pour moi une des références en préparation physique en France. Aller chercher ailleurs, bah, Phil Darou, après les grands noms de la préparation physique, voir ce que fait l'UFC Performance Institute, qui est une référence, enfin, qui est la meilleure entité des sports de combat dans le monde et qui est l'une des meilleures entités du monde en préparation physique, tu vois. Euh, Parce que bah, aujourd'hui, ils sont consultés pour des sports mécaniques comme la Formule 1, comme la NFL, tout ça, tu vois. Et Mm. du coup, de voir ce qui se fait, tu vois, de voir quels sont les nouveaux protocoles, alors qu'ils n'ont pas encore été vérifiés par la science, tu vois. Charles Poliquin, je suis désolé si tu sais pas qui c'est déjà, alors que tu es préparateur physique, non, mais il faut que tu ailles voir ce qu'il sait. Parce que lui, il l'a dit lui-même, il dit oui, la science, c'est très bien, mais si j'avais écouté la science, je n'aurais jamais Ouais. utilisé les. Et il a utilisé les clusters, il a gagné des centaines de médailles. Et voilà, il a des médailles. Et des fois, bah, il y a des choses qui ne sont pas encore vérifiées, que tu essaies et que tu fais. Et voilà, c'est vérifié. Aujourd'hui, il y a tellement de. C'est tellement en décalé que tu dois te. La prise de risque, c'est pas que l'athlète sur le terrain, c'est aussi le staff, tu vois. Bien sûr. Et, Ouais. et voilà, il faut pas avoir peur de la blessure, il faut pas avoir peur de se tromper. J'ai fait des erreurs, t'en apprends. Ouais, c'est triste pour l'athlète, je suis désolé, mais c'est pas, c'est le quotidien. Tu vois, l'erreur, elle fait partie du travail toujours, enfin de tous les jours, tu vois, que ce soit le mec au bureau, que ce soit toi dans la salle de sport et l'athlète sur le terrain ou sur le ring, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça. Et les formations que j'ai fait, moi, sont beaucoup moins impactées par la science que d'autres, tu vois. J'ai fait un master de recherche professionnalisation qui était vachement influencé la recherche. Et en fait, moi, j'ai eu des prises de bec avec des profs parce que ils te disent, non, mais tu aurais dû faire comme ça, nanana. Mais viens sur le terrain, viens voir que ton mémoire, en fait, 80% de ce que j'ai dit, je l'ai inventé. Je vais pas mentir, c'est la vérité. Aujourd'hui, les étudiants sont obligés d'inventer leurs résultats pour obtenir Ouais. Mais non, mais c'est la vérité parce que tu prévois un protocole, tu vois, tu prévois un protocole, puis le joueur, il te dit, ah désolé, je peux pas venir, etc. Nanana, parce qu'il n'est pas professionnel, parce que tu es le petit stagiaire, il en a rien à branler, faut le dire comme il est, Mm, désolé mm. du mot. Et tu te retrouves avec comme ça, et puis t'appelles ton prof, ah mais je peux pas faire les tests, je peux pas faire mon protocole. Bah débrouille-toi. Bah débrouille-toi, d'accord, très bien. Bah, je les invente les résultats. Mm. Ouais, Et tu fais voilà, ce que tu veux. Tu vois qu'il n'y a aucune corrélation entre le terrain et finalement le monde scientifique, quoi, ou même l'université en bien général, sûr. quoi. C'est de la pipe finalement un peu ce que t'en ressors. Ah ouais, tu C'est vois, un peu triste. je préfère qu'on te dise, écoute, telle université va se mettre en collaboration avec tel club et vous allez intervenir, on va faire des immersions, on va utiliser les outils qu'on utilise vraiment sur le terrain et on va les appliquer un peu à notre pratique, tu vois, à notre méthodologie, plutôt que d'apprendre des choses qui sont marquées dans des bouquins. C'est important, je dis pas que j'ai pas des connaissances en physio, en anat en force, etc. et tout, bref. Mais au bout d'un moment, notre travail, il est sur le terrain avec les athlètes. Et en fait, c'est la naïveté avec laquelle je suis sorti de mon master qui est le problème, tu vois. Ouais, tu te pensais bon en sortant de master? Tu sentais que t'étais confiant? Tu veux la T'avais de la confiance? vérité? Ouais. Je savais pas faire un soulevé de terre, je savais pas faire un back squat. Mais parce que tu pratiquais pas pendant que Ah t'étais non, en. non, parce que j'étais dans ma vérité de je suis un footballeur, je vais être prépa physique dans le foot, ça suffit, tu vois. Ouais, ouais. T'es pas le seul en fait, hein. Je pense que c'est la majorité des gens. Du coup, faut Ah avoir ouais. pratiqué. Seulement très peu sont capables de l'avouer, je pense. Ouais, mais Ouais. aujourd'hui, d'assurer la sécurité de tes athlètes, c'est quoi? C'est de savoir Bah, le c'est ça, hein. protocole. Non, c'est d'abord de leur apprendre à bouger Exactement. et, et derrière de pouvoir obtenir. Quand tu sais que, bah, je prends encore l'exemple de Fred Marceau dans son dernier podcast Secret d'entraîneur, et il dit que, bah, par exemple, à l'UBB, quand il travaillait avec Curios, etc., avant de mettre des résistances accommodantes avec le vrai Westside Barbell, tu vois, des chaînes, des élastiques, ça lui a pris quasiment 2 saisons parce que les mecs, ils sortaient d'une méthodologie et qu'il a fallu qu'ils prennent ce qu'ils faisaient avant pour ensuite y transférer par rapport à lui ce qu'il fait et faire un mélange des deux. Tu peux pas arriver, comme on a dit, et bouleverser tout ce que tu sais, tout ce qu'il y a, tu vois? Bien sûr, ouais. T'arrives Donc, dans un staff, il faut que
tu essaies de prendre un petit peu ce qui se fait, ce que toi tu as envie d'apporter, découdre un petit peu certaines choses, recoudre certaines choses et réussir à faire un mix. Ça, c'est toute la difficulté, hein, je pense, du métier de préparateur physique en club où tu as un grand panel d'athlètes. Ouais, bien sûr. Et puis, Ouais. peut-être, en plus, on n'a pas les staffs fournis, peut-être pas enfin, fournis comme on le souhaiterait, tu vois. Mm. Euh, Ouais. mais bon, après, c'est une autre problématique, ça encore, tu vois. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est, euh, il faut prendre des deux, tu vois, la science, le terrain, Mm. l'expérience personnelle, la pratique. Et moi, là où j'ai le plus appris, comme je te l'ai dit, c'est en essayant, c'est en pratiquant, c'est en ressentant les choses. Parce que parfois, bah, tu te fais une idée de ce que c'est et ça te donne pas vraiment la sensation de ce que c'est Mm. réellement, tu vois. Mm. Ouais, ouais. Bien, donc pour terminer, on va peut-être un peu parler de tes objectifs et ce que tu as prévu pour la suite dans ton entreprise. Un petit peu si tu veux en parler. Ouais, ouais, bien sûr. Si tu restes toujours dans les sports de combat, je pense. Bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je m'éclate et après, là, on va parler d'un point de vue aussi business, c'est que c'est un marché qui est porteur. Ouais. Euh, on a commencé à prendre la vague, la hype du MMA. Tout le monde parle de ça. Aujourd'hui, la croissance de l'UFC, c'est supérieur à celle de la NBA et NFL parce que sur les dernières années, quasiment. Tu vois, ça vaut des milliards, c'est vraiment un marché porteur. En France, on est, je pense, à l'aube, enfin pas à l'aube, on est au début, au crépuscule, on va dire, de ce que ça va être encore plus gros. Tu vois, il y a encore un troisième événement UFC Paris, donc ça prend vraiment de la place. Aujourd'hui, il y a des mecs comme Cédric Doumbé, Cyril Gane, c'est des stars, tu vois. Benoît Ouais. Saint-Denis, tu vois, c'est des mecs qui sont suivis quasiment par des millions de personnes. Donc, bah ouais, ça prend de la place, donc c'est un marché qui est porteur. Et puis c'est un endroit où moi où je m'éclate parce que la préparation physique prend une dimension importante et que c'est central. Enfin, c'est l'un des éléments déterminants dans la préparation des sportifs et de la performance. Mm, mm. Ouais, et puis surtout avec les sports de combat, ce qui est intéressant en tant que préparateur physique, c'est que tu touches à pratiquement toutes les qualités physiques hein, du spectre. C'est ça qui est intéressant. Et pour toi, du coup, c'est quoi tes projets avec peut-être avec ton entreprise, avec le club avec lequel Alors, tu collabores? alors, les projets sont, il y en a plein. Là, principalement, je suis en train de revoir un peu mon suivi individuel. Avant, je faisais des programmations aussi accessibles en autonomie, tu vois, des programmes de 8 semaines. J'en ai sorti un sur les sports de prévention, tu vois, JJB, lutte, etc., qui avait super bien marché. Et après, j'en ai sorti un sur le MMA. Et du coup, les gens, tu vois, achetaient le programme et le faisaient à la maison. Il y avait, enfin, en salle, et il y avait un groupe de soutien, etc., un petit accompagnement, mais pas de coaching, tu vois. Ça, c'est terminé. D'accord, maintenant, je vais me concentrer sur des coachings 100% individualisés comme je le fais actuellement. Euh, je pense que l'offre, elle va augmenter. J'ai envie d'avoir un suivi qui est complet à 100% avec tous les éléments de la performance. Donc, sûrement avec des intervenants extérieurs. Je vais m'entourer de gens avec qui j'ai déjà travaillé, des profils aussi qui m'intéressent par rapport à ce que j'ai vu, tu vois, et avec qui j'ai échangé et de pouvoir proposer une approche vraiment globale. C'est-à-dire que tu viens me voir, moi je suis le préparateur physique et ensuite je te propose tout un package en gros avec peut-être kiné, nutrition, prépa mentale, prépa physique, tu vois, et d'avoir en fait un truc global où tu n'as plus rien à te soucier, tu vois, et sous un format peut-être éducatif. Ouais, du coup, tu fais un l'INSEP dématérialisé, quoi. Ouais, tu proposes un peu tous les acteurs de la performance avec qui tu vas travailler et l'athlète rentre là-dedans et puis il aura accès à ces différentes personnes pour répondre Ouais, à son l'objectif. objectif, c'est ça? Ouais, l'objectif, c'est ça. Après, il faut le mettre en place. C'est pas Ouais, ouais, évident parce que bien sûr. tu vois, c'est d'accord, se coordonner sur tout, le chemin, voilà, le parcours de l'athlète au sein de tout ça, tu vois. Mais l'objectif, c'est ça, c'est de donner un vrai suivi, de pouvoir aussi avoir une communication centrale avec tout le monde, tu vois. Et après, aussi, j'aimerais du contenu plus éducatif, tu vois, au sein du coaching. C'est-à-dire que
peut-être des modules vidéo, je te dis des bêtises, mais comment organiser ton entraînement entre ta prépa physique et ta discipline, comment tu organises ta semaine. Peut-être apprendre un peu à comment composer son programme, parce que le jour où tu sors de mon suivi, moi j'ai toujours été persuadé que l'éducation c'était le plus important dans mes coachings. Tu vois, aujourd'hui, quand j'ai des gens qui me disent, bah, grâce à ce que l'on a fait ensemble, je sais comment m'entraîner quand je suis seul, je sais ce qu'il faut faire ou d'expliquer, tu vois. Et de pouvoir, bah, ok, tu as fait 3 mois avec moi, tu n'as peut-être plus la capacité financière de le faire, tu n'as plus envie d'être drivé, tu as envie de travailler tout seul ou de voir ce que tu peux faire seul et de savoir ce que tu dois faire, en fait, tu vois. Et je pense que c'est là, en fait, l'éducation, enfin, c'est le plus important pour moi, tu vois. C'est comme la personne qui a un nutritionniste qui lui dit, donne un menu. Oui, mais non, en fait, le menu, c'est pas, c'est l'outil, tu vois. Mais comprendre pourquoi la personne elle a des troubles alimentaires, pourquoi elle prend du poids, pourquoi elle n'arrive pas à en perdre, et lui donner la clé de savoir comment il doit faire, et peut-être tout simplement, bah, le menu, c'est pas la raison. Le menu, c'est la raison, c'est qu'il n'a pas le temps ou il sait pas s'organiser. Tu vois, ça, c'est la cause. Et la conséquence, c'est que, ouais, il mange mal. Donc, va traiter la cause, d'accord? Et ensuite, éduque cette personne-là à faire, tu vois, et lui expliquer un peu comment ça va se passer. Et une fois qu'il est plus chez le nutritionniste, il sait encore comment bien manger, tu Bien vois. sûr. Par contre, tu lui enlèves le menu, il n'a rien appris. Ouais, ouais, bien sûr, ça c'est tout le contenu éducatif que tu peux Voilà. apporter. Comme j'ai dit avant, ton côté éducateur hein, Ouais, que c'est tu ça. dois Ouais. avoir, hein. Ça fait partie du métier. Souvent, on veut garder un petit peu ses connaissances en pensant que ah, si je lui donne ça, il va plus revenir, il va être Non, autonome, il aura plus besoin de moi. Mais ça, je pense, que c'est une mauvaise gestion puis, de pensée, tu vois. aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu es Ouais, oui, obligé du contenu gratuit, tu es obligé d'expliquer ce que tu bien fais, tu es sûr, obligé. Faut pas, le mec qui dit, ah, je veux pas te donner ma séance, je donne pas ma séance. Ah, mais si, en fait, les gens, ils sont friands bien sûr. de, de tes séances, tu vois, d'enregistrer sur Instagram, d'aller à la salle et de dire, tiens, je vais faire la séance de ce que j'ai vu sur Insta, tu vois, Ouais, ouais, ou de TikTok, tu vois, il y en a des milliers comme ça. bien sûr, Et tu es bien obligé, sûr. de toute façon, pour attirer le prospect, pour attirer la clientèle, parce que là, on parle plus de coaching ou quoi que ça, on parle de marketing, de commerce, tu vois, de prestation de services. Parce que tu peux être le meilleur préparateur physique du monde. Si personne ne sait que tu es le meilleur, tu vendras jamais, tu gagneras jamais ta vie, tu vois. Bien sûr, Et ouais, ouais. malheureusement, aujourd'hui, j'en discutais avec un collègue hier en Belgique. Malheureusement, aujourd'hui, on juge la qualité du préparateur physique, du coach, peu importe le domaine, au nombre de followers. Moi, l'attention des gens avant que je parte en Chine, j'avais moins de 1000 followers. Maintenant, je suis au-dessus de 10 000 parce que j'ai mis les moyens de le faire, etc. et tout. Mais les gens me parlent plus. Enfin, je n'ai pas changé, je suis le même, tu vois. J'ai pas changé ma méthode de travail et tout. Mais par contre, ah ouais, je travaille avec toi parce que ça, parce que si, parce que. Et c'est dommage, tu vois, c'est dommage, mais c'est le game et c'est C'est le comme ça, jeu, on n'a ouais, pas le bien choix. sûr. Mm. Et aujourd'hui, quand je prends la parallèle, tu vois, j'entends les mecs à la fédé d'athlétisme, ouais, ma fédération, elle me soutient pas, etc., ils me donnent pas les moyens et tout. Mais aujourd'hui, tu n'es plus un seul sportif de haut niveau, autour de toi, il faut que tu crées un écosystème, tu vois. Et c'est ce que, par exemple, dans les sports de combat a très bien fait Cédric Doumbé, tu Mm. vois. On peut le critiquer, faire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, ce qu'il a créé autour de lui, la hype et tout, c'est ce que n'importe quel sportif de haut niveau devrait faire. Tu vois? Et je pense que les organisations MMA, par exemple, composent les cartes par rapport à la hype du combattant. Bah bien sûr, c'est corrélé après à ce qu'ils vont vendre comme billet, hein. C'est Exactement. comme pay-per-view, tu vois. Ouais, On c'est peut que plus réfléchir, c'est plus des fédérations, un système fédéral. Le sport, c'est non. un business aujourd'hui, tu vois. Mm. Ouais, faut qu'ils se créent une image de marque un petit peu, etc. C'est ce qui va leur permettre de faire vendre des billets. Ok, ok. Du coup, on va peut-être clôturer notre échange. Bah, merci à toi hein, d'avoir accepté l'invitation. C'était super intéressant. Merci d'avoir partagé tout ça. Quel intervenant tu pourrais me conseiller pour la suite des épisodes, si tu en Bah, as? quel profil tu recherches aussi, Bon, c'est ça? c'est- peu importe, vas-y, je te laisse libre choix. Ça peut être un sportif, ça peut être un entraîneur, ça peut être quelqu'un complètement de l'extérieur qui a une aventure à partager, tu vois. Après, j'en ai plein qui me viennent en tête, tu vois, mais ouais, mon collègue, la Morgane Denis, la barbelle prépa physique sur Instagram, qui travaille en rugby, qui aura sûrement Ah, plein de ok. choses à dire, qui est un peu la nouvelle génération aussi, tu vois.
Après, je pense que Anthony De Oliveira, avec qui Ah je ouais, joue quotidiennement, un athlète des JJB qui a beaucoup, enfin, qui a vraiment une réflexion sur la pratique qui est intéressante, tu vois, et sur le global, sur le sport de haut niveau et tout. Voilà, après si tu as l'occasion d'avoir Fred Marcero, qui est toujours ah quelqu'un ouais, que j'apprécie écouter, voilà, c'est des acteurs qui seraient intéressants, tu vois. bien sûr, Après, ouais. Il y il y en a a plein, plein de gens il y a du monde. ouais, je pense à Fabien Berenguel, le préparateur physique de Benoît Saint-Denis, Ah oui, attends. euh, Tu le connais un peu? et on a échangé, ouais, parce que Jason Polidor dont je m'occupe est un des sparring de Benoît Saint-Denis, donc j'en ai eu l'occasion d'échanger à Bayonne. Et Ouais, c'est ok. un puits de savoir, c'est quelqu'un de très très intéressant et vraiment la partie technique et prépa physique, c'est vraiment monstrueux ce qu'il fait. Et c'est toujours intéressant d'avoir des profils comme ça, mais voilà, tout dépend de quoi Ouais, tu ouais, veux parler, etc. bien sûr, ouais. Ouais, c'est pour équilibrer. Bon, moi, je vais continuer à parler de sport. Après, j'aime bien aussi les profils qui sortent un petit peu de l'activité physique, tu vois, du sport en général, parce que tu peux faire des ponts entre les disciplines et c'est là que c'est intéressant, tu vois, comme tu peux faire des ponts entre les différents préparateurs physiques qui ont travaillé dans différentes disciplines. C'est ça Exactement. que je trouve intéressant. En tout cas, merci encore. Toi, tu es sur Bordeaux, hein, c'est ça? Ouais, je suis sur Bordeaux, ouais. Ouais. Je suis Donc, sur tu fais du suivi à distance et du suivi en présentiel aussi, si j'ai bien compris. Bon, Présentiel, c'est c'est sous juste des athlètes. sélection. Ok, Ouais, sous d'accord. sélection. D'accord. Donc, s'il y en a qui sont intéressés par tes services, ils peuvent te contacter via ton Instagram. Je mettrai ton Instagram en bio. Je sais pas si Bien sûr. t'as pas de site internet, t'as peut-être Non, une j'ai autre. pas de site internet. Non, j'ai que mon canal de communication, c'est Instagram. C'est Instagram, ouais, ok, ça marche. S'ils veulent travailler avec toi, qu'ils te contactent via un message privé et puis ils peuvent Bien sûr, ouais, te ouais, contacter, quoi. Prendre je un fais- rendez-vous avec ton lien, peut-être, de prise de rendez-vous, quoi. ouais, non, là, en ce moment, ouais, c'est vraiment, envoie-moi un message et on échange, on s'appelle, etc. Et Ok. moi, je suis hyper disponible. C'est un peu, le retour que j'ai de tous les athlètes que je suis ou les personnes qui me contactent sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai que tu réponds rapidement. C'est peut-être un défaut, je passe trop de temps sur le téléphone, du coup. Ouais, Mais les gens, voilà, en vrai, tu vois, quand je te disais la bienveillance, tu vois, pour le mot de la fin, tu vois, j'ai communiqué sur ce que je faisais avec la lutte en Chine, ça a bien marché. Et aujourd'hui, tu vois, à chaque fois que je parle avec quelqu'un qui me suit ou qui a liké, c'est toujours les premiers mots, c'est merci pour le contenu que tu donnes. Ou hier, j'ai eu un mec de 17 ans qui a fait du JJB qui m'a dit, je fais tes vidéos en entraînement depuis quelques semaines ou quelques mois. Et je me suis jamais senti aussi bien, j'ai gagné ma compétition, tu vois. Et c'est toujours la bienveillance. Et c'est grâce à ça que tu as envie d'avancer et d'aller encore plus loin, tu vois. bien sûr, ouais, c'est les qualités humaines hein, que tu peux apporter. Souvent, Mm. c'est pour ça que les gens te suivent. Hein, c'est parce que tu peux le voir qu'il y en a qui partagent des fois des âneries et ils arrivent à avoir aussi des bons retours. Donc, c'est avant tout, c'est l'humain qui est en premier lieu, quoi. C'est là-dessus Yes. qu'il faut travailler, c'est développer ses qualités humaines. Voilà, je te Euh, remercie en tout cas. Je passe un petit ben, mot de la merci à fin. toi. Non, bah écoute, merci à toi pour l'invitation. C'était super cool, tu vois. C'était vraiment cool d'échanger. En plus, c'est le premier podcast où je parle beaucoup moins de la Chine, même si on en a discuté, tu vois, c'était pas le sujet central et c'était très intéressant. Et voilà, en tout cas, force à toi et Merci continue le beaucoup. podcast. Merci. Je t'enverrai tous les rushs, etc. Si tu veux t'en servir un petit peu pour faire Vraiment, carrément. du contenu, je t'enverrai les deux. En partenariat, il n'y a pas de problème, tu vois. Ça marche. Nickel. Merci à toi en tout cas. Belle journée et bon courage pour la suite. Ciao. Yes. Ciao, à Ciao. bientôt. À bientôt.